Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et le face-à-face aujourd'hui, c'est toujours avec plaisir, je reçois Chantal Delsol, qui est philosophe, qui est académicienne, vient de sortir récemment L'insurrection des particularités aux éditions du Cerf, et très récemment, évidemment, combien de livres, Chantal Delsol? Vous savez combien de livres? Non, je ne sais pas. Vous ne voulez pas le savoir. Ça dépend ce qu'on compte. Si on compte. Oui, parce que vous avez les collectifs aussi. Il y a les collectifs, il y a un tas de choses différentes. En tout cas, je rappelle notamment en 2020 le crépuscule de l'universel, en 2021 la fin de la chrétienté. Et on peut vraiment se poser quelques questions en ce moment. Mais je voulais commencer sur une phrase que j'ai vue sur les réseaux sociaux, une phrase de vous. Je ne sais pas si c'est un tweet et une phrase, je vous le dis franchement, mais elle m'a frappé par sa justesse et je voudrais qu'on commence à discuter de ça. Voilà ce que vous avez écrit, Chantal Delsol. La démocratie a cessé d'être la souveraineté du peuple pour se définir plutôt comme un idéal moral et social conceptualisé par des élites et qu'il faudrait imposer au peuple, quelles que soient ses opinions. Et ça m'a vraiment frappé parce que c'est très fortement, enfin en tout cas, je ne crois pas être le seul à le ressentir, ce qu'on vit en ce moment. Je rappelle, je vais le relire, parce que la démocratie a cessé d'être à la souveraineté du peuple pour se définir plutôt comme un idéal moral et social conceptualisé par des élites et qu'il faudrait imposer au peuple quelles que soient ses opinions. C'est un bon portrait, non, de ce que... Oui, c'est pas inventé, c'est bien ça. Ça vient bien effectivement. C'est très étrange. Je constate quand même qu'il y a une partie de l'élite, et bien des gens que je connais directement, qui n'ont plus envie que le peuple s'exprime parce qu'ils estiment que le peuple dit des bêtises, pense des bêtises et veut des bêtises. Et qui estiment que, voilà, il faut plus trop laisser parler les gens. Vous avez quand même remarqué comme moi que depuis une vingtaine d'années, il y a eu deux référendums en France de nature très différente, puisqu'il y en a eu un européen et un autre complètement local. Et dans les deux cas, on a fait après exactement le contraire de ce qui avait été... Totalement. Alors attendez, on va rappeler, c'est intéressant, parce que moi je me rappelle bien du référendum de 2005, où 55% des Français sont opposés au Conseil européen, et on s'est assis dessus, comme on le sait, 2 ans plus tard. Le référendum local, c'était quoi? C'était, me semble-t-il, en Bretagne ou quelque chose comme ça, ou en Vendée, pour une histoire d'aéroport. On avait décidé de faire voter la population locale, ce qui était une bonne affaire, mais dans ce cas-là... Nantes. Voilà, dans ce cas-là, il faut prendre la décision de vraiment faire ce que les gens ont dit, sinon il ne faut pas les faire voter. Et on a fait finalement le contraire. On avait peut-être des bonnes raisons, hein. Je n'ai pas approfondi, mais je pense que c'est assez terrifiant, parce qu'après les gens n'ont plus confiance. Bien sûr. Mais alors justement, qu'est-ce qui fait, alors dans cette élite que vous côtoyez, que je côtoie en tant que cette partie, comment vous expliquez ce que ces gens disent? Oui, mais de toute façon, écoutez, tout ça c'est fini. Le peuple, on va pas le laisser mourir de faim, on va s'en occuper, on va le nourrir, mais qui nous fiche la paix. Enfin, je dis ça de manière schématique, mais pas complètement fausse. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette réaction-là? Je pense qu'il y a deux raisons croisées qui finissent par s'additionner finalement. D'abord, il y a vraiment une tendance à vouloir les lumières postmodernes, parce qu'en fait c'est ça, ce qu'on veut, c'est les lumières postmodernes, c'est l'émancipation totale, etc. Et on pense que on est toujours... Qu'est-ce que ça a à voir avec les lumières, pardon, de ne pas faire parler le peuple? Parce que le peuple n'en veut pas. Le peuple ne veut pas du mondialisme, le peuple ne veut pas du mélange des cultures. Taureau a raison, c'est un autre problème, mais bien sûr. On pense les élites pensent que c'est la vérité, il faut absolument y aller, c'est la moralité, il faut absolument y aller, et donc on laisse pas parler le peuple. Et puis il y a une deuxième raison qui, à mon avis, se croise, c'est qu'il y a une sorte de désaffection démocratique à tous les niveaux, à tous les échelons, et vous avez en même temps une partie du peuple, et surtout dans la jeunesse, qui finit par se dire il y a des bonnes dictatures. La notion de bonne dictature, qui était bien développée dans les années 25, c'est-à-dire il y a un siècle, est en train de réapparaître, alors qu'en fait, moi, mieux vaut un despote éclairé, disons, que cette démocratie... On avait fini par comprendre que ça n'existe pas, les bonnes dictatures. Il y a des dictatures, il n'y a pas de bonnes dictatures, mais ça commence à réapparaître. Et j'ai rencontré, pour ma part, vous avez dû en voir aussi, un certain nombre de gens, plutôt des gens jeunes, qui disent
Après tout, les Chinois, ça se porte pas mal là-bas, voyez. Bien sûr. Ouais. Donc il y a ça, il y a une sorte de désaffection démocratique à tous les échelons qui finit par croiser cet esprit de développer la modernité à tout prix qu'on trouve chez les élites. Mais Chantal Delsol, est-ce que ce n'est pas aussi dû, il faut le dire, parce que s'ils disent ça, je ne dis pas qu'ils ont raison, c'est pas le problème, mais s'ils disent ça, c'est par l'extraordinaire, et je voudrais quand même qu'on s'apesantisse un peu là-dessus, que vous en parliez, c'est l'extraordinaire carence, l'extraordinaire vide de nos Playmobil. Et je ne parle pas seulement que de la France, que cette élite dont on parle, parlons-en. Qu'est-ce qu'elle donne, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'elle voit, et où elle agit. C'est quand même ça aussi, c'est sur ce désespoir devant ce qui nous arrive que les gens, effectivement, à tort peut-être, mais recherchent autre chose. Parce que vous pensez que vous parlez de l'élite et vous pensez qu'elle est pire qu'avant, ou bien est-ce que vous pensez que c'est à cause des catastrophes de l'état général du monde que je comprends pas très bien la question? Ah non, moi je crois que dans nos pays, elle est pire qu'avant. Quand je dis elle est pire qu'avant, écoutez, on a l'impression, alors vous allez me corriger si je me trompe, enfin si vous n'êtes pas d'accord, bien sûr, mais on a l'impression, si vous voulez, que dans un certain nombre de pays, dont la France, encore une fois, c'est pas une politique, on a des gens qui communiquent, qui parlent, qui McKinsey, mais on voit les résultats, et on voit ce qui se passe, et on voit cette espèce d'entre-soi, où tel qui était le public passe dans le privé, tel dans le privé passe dans le public, on voit ce qui se passe dans les sanctions et dans les récompenses. Si vous voulez, il y a quelque chose quand même qui est là, et on ne peut pas dire, enfin, moi en tout cas j'y suis très sensible, et c'est pas pour ça que je rêve à des despotes, mais il y a un problème avec une partie de l'élite, telle qu'elle est constituée. Oui, mais moi je n'ai pas l'impression que ce soit pire qu'avant. Enfin, évidemment c'est difficile de comparer parce qu'on n'a pas été adulte à d'autres époques. Aux autres époques on n'existait pas, ou alors on était enfant et on ne pouvait pas... Mais j'ai pas vraiment l'impression que ce soit pire qu'avant. Moi, j'ai beaucoup fréquenté le milieu politique à travers mon mari, et en fait, c'est un milieu qui est peuplé d'enfants. Vraiment. Ah ouais. Et ce sont des gens qui pensent que dès qu'ils ont dit quelque chose, ça se fait tout seul derrière. Parce qu'ils ont tellement de gens pour les aider, ils ont tendance, si vous voulez, à donner un papier comme ça, en attendant qu'une main se tende pour le photocopier, le taper à la machine. J'ai dit ça, et puis voilà. Voilà, c'est ce que j'appelle un milieu qui est peuplé d'enfants. Et ça, je crois que ça a toujours existé. Mais c'est dramatique, mais attendez. Oui, mais ça a toujours existé. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a peut-être pas assez de contre-pouvoir, ça c'est possible. Mais sinon, le milieu des gouvernants lui-même, c'est toujours un milieu dangereux. Alors moi, je vais donner des noms qui n'engagent que moi. Est-ce que vous pensez, Chantal Delsol, pour prendre que ça, qu'un Charles Pasqua et un Stéphane Séjourné boxent dans la même catégorie? Je prends exprès, alors vous allez me dire, oui, c'est... Mais moi, je prends ça parce que, parlons concrètement aussi. Excusez-moi, et qu'un Charles Millon, votre mari, et je dis pas qu'ils étaient mieux, c'est pas le problème de mieux ou moins bien, mais on avait l'impression, alors peut-être que je me trompe complètement, moi aussi je suis d'une génération qui a connu un certain nombre de politiques, mais qu'il y avait au moins quelque chose, peut-être c'était de l'apparence, mais qu'il y avait quelque chose qui existait au niveau d'une certaine cohérence et d'un certain suivi. Là, je me pose des questions. Alors, vous me permettez de répondre franchement, puisque je vous connais. Je pense que c'est votre jeunesse que vous regrettez là. Peut-être. C'est pas la situation, parce que je pense que la situation n'a pas changé. Ouais. Je pense pas que vous parlez de Pasqua. Bon, je reprends. Je pense pas qu'il était meilleur que ceux d'aujourd'hui. Il y avait d'autres problèmes. C'est évident. Non, mais je prends pas Pasqua je vais pas pour un exemple. Oui. C'était franchement pas des exemples, tous ces gens-là. Alors bien sûr, les gaullistes avaient été résistants. Bon, ok, très bien. Nous, on n'a pas eu de guerre, on n'a pas eu la possibilité d'avoir des résistants. Si on avait une guerre, il y en aurait des résistants parmi nous. Je sais pas qui. Je sais pas ce que moi j'aurais été capable de faire, mais je pense pas qu'ils étaient meilleurs que nous, bien franchement. Et je pense qu'on a tendance, quand on vieillit, comme vous ou moi, on a tendance en fait à s'imaginer que les choses étaient meilleures parce que en fait c'est nous qui étions plus jeunes et c'est tout. Oui, alors je vais vous dire, alors je vais poser la question autrement parce que ça concerne énormément de gens. Et vous ne pensez pas que justement un certain nombre de millions de gens du coup, parce que c'est intéressant à creuser, pensent qu'effectivement, à tort encore une fois peut-être, pensent effectivement que quand ils regardent d'un côté
allez, posons les questions. Ils regardent d'un côté un Macron, ils regardent un Trump ou un Poutine, se disent que ce serait pas mal, à tort, en raison, encore une fois, d'avoir un Trump et un Poutine, qui donne en tout cas l'apparence, la réalité, d'avoir une espèce, en tout cas, de notion du temps qui n'est pas la même. C'est ça, moi, je vous assure que ça me frappe. Mais encore une fois, j'ai peut-être tort. Avec un Trump ou un Poutine, vous avez effectivement des gens qui se contentent pas de parler, mais qui font. Enfin, en tout cas, un certain nombre de choses. Oui, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, mais enfin, en même temps qu'ils font un peu n'importe quoi. Donc, c'est un choix à faire. En effet, je sais pas si j'avais le choix entre Trump et Macron, je sais pas bien ce que je ferais, mais non, mais franchement, c'est quand même très très compliqué. Non, mais moi, parce que je reviens à votre phrase, Chantal. Ou alors, il y a rien à faire, il y a à constater. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit qu'il y avait rien à faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce que vous avez dit? Non, mais si, c'est ça le problème. Pardon, vous dites, regardez, non, je reviens parce que c'est capital, je vous assure, et c'est au centre d'un certain nombre de considérations, qu'elles soient philosophiques, éthiques ou politiques. Qu'est-ce qui se passe? Vous dites exactement ça, c'est-à-dire que le peuple, on lui donne, donc on lui vend, les élites on lui vendent ou lui donnent, comme vous voulez, un idéal moral et social. Le peuple n'y est pour rien, là on l'a dit, mais il faut l'imposer au peuple. Donc quelque part, est-ce que ce n'est pas du despotisme, ça, cher Chantal Delsol? Oui, bien sûr, c'est la preuve que nous sommes entrés dans une période, déjà depuis un certain temps, avec l'Europe notamment, dans une période de politique scientifique. C'est ce que Platon appelait le despotisme éclairé. Hein. C'est un régime complètement platonicien. Moi, je suis aristotélicienne, donc cette affaire-là me plaît pas du tout. Mais c'est du platonisme, et on est entré dans une période comme ça. Et si vous écoutez les élites européennes, le gouvernement européen, je mets gouvernement entre guillemets, c'est plutôt de la gouvernance, mais justement, vous entendez des gens qui vous disent, attendez, il faut faire ce qui est rationnel, il ne faut pas écouter les gens, parce que les gens, ils sont irrationnels. Et donc, on est et nous, on sait ce qui est, on sait ce qui est rationnel. Et nous savons ce qu'il faut faire. C'est le gouvernement de celui qui sait. Donc, ça s'appelle une gouvernance. Ça s'appelle plus un gouvernement parce que le gouvernement, c'est la prudence, c'est une forme de sagesse, c'est la décision politique avec tous les risques que ça comporte. Tandis que la gouvernance, c'est la bureaucratie rationnelle. Nous sommes au cœur du problème. Après cette petite pause, on va justement, Chantal Delsol, définir ces mots de scientifique, de la différence entre gouvernance et gouvernement, etc., etc. Parce que on est vraiment au cœur du problème. Et si on parle pas de ça, effectivement, on parle de rien. On se contente de constater. À tout de suite. 0826 300 300 si vous voulez évidemment intervenir dans l'émission et poser des questions à Chantal Delsol. À tout de suite. À midi 14h, André Berkoff. Et avec Chantal Delsol, philosophe, académicienne et auteur de son plus récent livre « L'insurrection des particularités » aux éditions du CERF. On va en parler bien sûr. Chantal Delsol, justement, parlons un peu, on avait commencé cela. Au fond, aujourd'hui, parce que je crois qu'il faut vraiment revenir aux mots, au sens le plus total du terme. Aux mots, ça ne veut pas dire au bruit et à l'écume, et ça ne veut pas dire à la communication. Qu'est-ce que gouverner aujourd'hui? C'est-à-dire que quand on dit les Français n'ont pas l'impression d'être gouvernés, on le disait déjà hier, on disait aujourd'hui, mais au-delà de ça, qu'est-ce que c'est que la gouvernance opposée au gouvernement? Très exactement. Le gouvernement, c'est un art et pas une science. C'est un art parce que tout est complexe, rien n'est certain. Il faut courir des risques, il faut prendre des décisions, c'est-à-dire vraiment courir des risques. Et ça demande la qualité que dans l'Antiquité on appelait la prudence. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire attention en traversant la rue, mais ça veut dire qu'il faut tout sous-peser et pas forcément agir par rationalité pure, mais aussi par instinct, par instinct, oui, c'est ça le gouvernement. Tandis que la gouvernance, qui a été maintenant bien définie par les élites européennes, c'est un gouvernement rationnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est plus un art, c'est une science. C'est la science de gouverner. Alors ça veut dire qu'on va toujours dans un certain sens. Et en fait, c'est plus de la prudence. Mais c'est pas ça la science. C'est de la science. C'est pas du tout la science. La science, c'est l'opposé de ça. La science, c'est discussion, ouverture, etc. Oui, d'accord. Voilà, c'est oui, le mot science ne veut rien dire, là. Disons plutôt rationalité.
D'accord. Et en fait, ça ressemble, la gouvernance, contrairement à Aristote, qui avait défini le gouvernement, c'était Platon, en fait, qui avait défini la gouvernance, qui définissait comme un despotisme éclairé. C'est ça. C'était un despote qui savait où il allait, parce que lui, il était plus intelligent et plus puissant que ceux qui le gouvernaient. Donc, il gouvernait par la science, en fait, par une forme de science, ou disons de sagesse. À cette époque, on parlait plutôt de sagesse. Oui, sa sagesse à lui, voilà. oui. Mais c'était un despote. C'était lui qui disait, écoutez, moi je sais, vous savez pas, donc vous faites ce que je vous dis. Bah, c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. C'est ce qu'on vit aujourd'hui, notamment au niveau européen. Il y a une phrase absolument folle qui, me semble-t-il, a été prononcée la première fois au moment où la Grèce a eu tant de problèmes. Enfin, écoutez, il y a des adultes dans la pièce. Vous voulez dire pendant la discussion du FMI avec la Grèce, c'est ça? Enfin, écoutez, il y a des adultes dans la pièce, donc vous les enfants, populace, enfants, ne rentrez pas. Hein. Nous sommes les adultes. Hein, nous sommes, les gouvernants européens sont des adultes et les autres sont des enfants. C'est exactement le despotisme de Platon. Ça. Les peuples sont des enfants et les gouvernants sont des adultes. C'est ça la gouvernance. C'est ça. Et donc, si je traduis à aujourd'hui, nous, on sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Exactement. C'est ce que les parents disent aux enfants. Je sais mieux que toi. Voilà. Quand j'ai 4 ans, je sais ce qui est bon pour toi. Tout à fait. Ce qui est vrai. Mais quand j'ai 4 ans. C'est vrai quand on a 4 ans. Et c'est tout à fait antidémocratique, parce que la démocratie consiste justement, et ça a été très bien dit par Chesterton, enfin à mon avis celui qui l'a le mieux dit, les peuples ne sont pas des enfants. Car les peuples, n'importe qui dans le peuple, n'importe qui, même s'il n'a jamais lu un bouquin ou s'il n'est pas très intelligent, est capable de choisir son conjoint et d'éduquer ses enfants. Et ça signifie que c'est un adulte et que par conséquent, du moment qu'il est capable de ça, il est capable aussi de voter pour un gouvernant. C'est ça la démocratie. La démocratie, elle est assise entièrement là-dessus. Alors on peut ne pas y croire, hein, on peut ne pas être démocrate. Mais quand on est démocrate, on part de là. Eh ben, c'est très important de rappeler ça. C'est vraiment important, je pense. Oui, parce que beaucoup de gens disent, ah oui, mais il n'a pas étudié. C'est pas grave, il n'a pas étudié, mais je peux vous dire qu'il est capable d'éduquer son enfant aussi bien que quelqu'un qui a lu une bibliothèque entière et qui est capable de foutre en l'air son enfant d'une autre façon. Vous voyez ce que je veux dire? Absolument. Hein. C'est pas une question d'intelligence ni de savoir. Hein. C'est une question de finesse, de prudence, de sagesse locale. Et ça, c'est donné à tout le monde. Et la démocratie est entièrement fondée là-dessus. C'est ça. Et c'est ce qui fait, et on va vraiment continuer à en parler. Et alors, qu'est-ce qui fait, juste, Chantal Delsol, qu'aujourd'hui, honnêtement, quand je vous écoute, et que ces définitions-là, nous vivons aujourd'hui, je ne dirais pas dans le monde entier, parfois dans des tas de pays du monde, y compris le nôtre, et encore une fois, ça n'a rien à faire avec la gauche et la droite, dans cette espèce de despotisme plus ou moins éclairé, et de camp du bien qui dit, moi je sais encore une fois mieux que vous ce qui est bon pour vous. C'est quand même on vit là-dedans aujourd'hui. Oui, parce qu'il y a une forme d'idéologie des post-lumières, je dirais, parce que c'est plus vraiment les lumières telles qu'elles étaient au départ, mais bon, c'est quand même la suite, un héritage, et qui veut absolument s'imposer et qui pense que si vraiment on ne va pas dans cette direction-là, on retourne en arrière, on régresse. Alors, c'est la religion du progrès. C'est la religion, oui, on peut appeler ça religion du progrès, oui. Et comme les peuples trouvent que ça va un peu trop loin, et non seulement les peuples, mais je pense que beaucoup de pays, c'est un peu ça qui permet d'expliquer, à mon avis, la chute de l'empire culturel occidental, c'est qu'il y a un certain nombre de peuples, on parle du Sud global, mais c'est pas vrai parce qu'il y a beaucoup de peuples qui sont pas du tout au Sud et qui appartiennent à cette catégorie, par exemple, de peuples qui disent, écoutez, les lumières occidentales, bon, ok, on nous demandait par exemple de laisser les femmes voter, par exemple, bon d'accord, mais maintenant si les lumières occidentales, ça nous oblige à transformer les filles en garçons et les garçons en filles, ça en marche plus. Je pense que les lumières occidentales ont été trop loin, et que ça explique en grande partie la chute de l'empire culturel occidental, et que ça explique aussi en grande partie, pas totalement, mais en grande partie, le fait que les peuples disent, mais attendez, maintenant il faut arrêter là, hein. Avec un certain nombre de choses, il faut arrêter. On continue juste après cette petite pause avec Chantal Delsol, effectivement. La démocratie, le peuple, ça nous concerne tous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Pour une meilleure compréhension, cette publicité des bières Pélican sera traduite en direct par notre brasseur Damien.
Alors, comment déguster la bière Pélican non filtrée? D'abord, prendre la bouteille dans une main. Puis, avant de l'ouvrir, la retourner pour révéler tout le caractère et les arômes généreux de la bière blonde Pélican. Pélican, bière du Nord non filtrée à 7,5 degrés. Pélican, retournez, savourez. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Savez-vous qu'en France, 16 millions de personnes ont déjà pris des médicaments psychotropes? Prescrits de plus en plus tôt, ces médicaments ont pour but de mieux gérer les difficultés de la vie courante. Mais quels en sont les effets? Le documentaire Choc, la normalité sous ordonnance, explore ce sujet à travers différents témoignages d'experts et de patients. Un film essentiel pour avoir des informations indispensables et vous faire votre propre opinion sur ces médicaments qui ne sont pas sans risque. La normalité sous ordonnance, en accès libre sur YouTube et Odyssée. Sud Radio, une chaîne, une communauté. Sud Radio, parlons vrai comme vous ne l'avez jamais vu sur YouTube. Les voix que vous aimez, les visages qui les incarnent et des contenus qui vont plus loin. En vidéo, Sud Radio, parlons vrai, au cœur du débat, c'est encore plus fort. Rejoignez-nous sur YouTube, maintenant. Oh, mais comment tu fais pour avoir l'air en pleine forme dès le matin comme ça? Je dors mieux. Avec mes volets roulants Velux, je ne suis plus embêté par la lumière extérieure et il fait tellement moins chaud dans ma chambre. Sérieux? Mais oui, fonce. Il s'installe en moins d'1 heure et en ce moment, tu as une chance par jour de te le faire rembourser à 100%. Cet été, échappez à la chaleur et gagnez en confort avec les volets roulants Velux. Modalité complète sur velux.fr. Nord-Auto. Bah enfin, tu t'es mis à jour niveau musique? Oui, il y a même le Bluetooth. Ça, c'est de l'autoradio de compète. Mon lecteur multimédia, tu veux dire, avec Bluetooth et port USB à 17,99 € chez Nord-Auto. 17,99 € avec Bluetooth et USB? Oh, c'est pas vrai. Et si, c'est vrai. En ce moment, chez Nord-Auto, l'autoradio Caliber est à 17,99 €. Avec des prix comme ça, pas étonnant qu'on soit la marque préférée des Français. Étude OpinionWay, mars 2024. Leclerc, bonjour. Oui, bonjour. Il paraît que vos pêches plates sont vraiment délicieuses. C'est vrai, et cette saison. Mais qui vous a dit ça? Ben, mes enfants, après avoir englouti la dernière. La prochaine fois, gardez-en pour vous. Du 24 au 26 juin, les pêches plates blanches sont à 1,89 € le kilo. Et chaque semaine, profitez de 10% de tickets Leclerc sur les fruits et légumes à activer sur votre appli Mon Leclerc. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Catégorie 1, calibre 67-73 mm, origine Espagne, modalité et magasin participant sur www.e.leclerc. Sud Radio, c'est la radio qui vous suit partout et aussi à la maison. Sur votre enceinte connectée, dites OK Google ou Alexa joue Sud Radio. Et pour des moments uniques, retrouvez-nous aussi sur sudradio.fr et vos réseaux sociaux préférés. Sud Radio, parlons vrai avec vous où que vous soyez. Quand votre déodorant à l'agonie vous dit dans un dernier soupir « Je fais de mon mieux, mais je suis vraiment sur la fin ». Pas de panique, votre nouveau déodorant est déjà en route. Il arrive demain avec Prime. Produit du quotidien, livré en un clin d'œil, c'est sur Prime. Sous réserve du respect des heures limites de commande. Sud Radio Berkhoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkhoff. Et il y a de quoi être dans tous ces états, mais nous sommes en tout cas, et heureusement avec Chantal Delsol, philosophe, académicienne et auteur, on va en parler de l'insurrection des particularités, son plus récent livre. Et nous avons Serge qui nous appelle de Vichy. Bonjour Serge. Oui, bonjour Monsieur Berkhoff, bonjour Madame Delsol. J'ai toujours eu plaisir à lire dans Valeurs actuelles à une certaine époque. Je voulais juste revenir sur la différence entre le gouvernement et la gouvernance. Oui. Pour moi, qui ai fréquenté pour des raisons professionnelles les écoles de commerce et notamment celle de Lyon, l'EM Lyon, oui, pendant des décennies, on parlait beaucoup de gouvernance, mais pour la gouvernance était après tout uniquement limitée au management d'entreprise. Or, j'ai l'impression qu'on a transféré cette gouvernance d'entreprise à un État. Mais un État, c'est pas une entreprise. Et je crois que les malheurs viennent aussi de ça. Parce que gérer une entreprise, c'est avoir une vision qui, la plupart du temps, est court-termiste, ou au mieux, on va voir à 5-10 ans, pas plus. Quand on dirige un État, il faut avoir une vision qui va plus loin. Le temps long, bien sûr. Voilà, le temps long, comme on dit maintenant. Mais j'ai l'impression que tous les gouvernants qu'on peut avoir, que ce soit au niveau européen, que ce soit au niveau mondial et surtout au niveau français, c'est des gens qui mettent des rustines un peu partout.
qui sont incapables de se projeter. On nous bassine avec des valeurs de la République qu'on n'est même pas capable de définir, comme si en plus la France se limitait à la République. Or, la République, ça existe depuis 1789, mais on oublie tout ce qui s'est passé avant, tout cet héritage des siècles et des millénaires avant. Merci Serge, je voudrais que justement, merci beaucoup. Non, je voudrais que justement Chantal Delsol réponde, mais peut-être avant, Chantal, on va prendre une autre Chantal qui habite Bastia, elle, et comme ça vous répondrez aux deux questions. Bonjour Chantal. Bonjour André, bonjour Madame Delsol. Bonjour. Voilà, bon, je suis entièrement d'accord avec vous, l'instruction n'a jamais donné l'intelligence, et je pense qu'on a perdu le bon sens surtout. Alors, ne pensez-vous pas, quand vous parlez de dictature, justement, quand des jeunes disent une bonne dictature, faut voir que les jeunes ou même les personnes âgées sont frappés directement par l'insécurité, et que ces gouvernements attendent que ce soit le peuple lui-même qui demande des choses comme la reconnaissance faciale, comme des techniques qui sont, parce que moi j'envie pas les Chinois personnellement, et je me dis que de laisser faire, ça sera beaucoup plus facile pour eux ensuite de nous imposer en disant mais c'est vous qui l'avez demandé. Chantal Delsol, alors peut-être d'abord donc répondre à notre premier auditeur et puis ensuite à... Oui, le premier auditeur, oui, monsieur, vous avez parfaitement raison. Le mot gouvernance vient du domaine de l'entreprise, en effet, historiquement, c'est exact. Ça signifie management d'une entreprise. Or, le fait même de considérer qu'un État, c'est comme une entreprise, c'est déjà très très dangereux, parce que ça n'a effectivement rien à voir. Les salariés d'une entreprise sont des gens qui n'en savent pas autant que leur patron et qui, en l'occurrence, doivent obéir. Ça ne veut pas dire qu'il faut les traiter comme des chiens, évidemment, mais doivent obéir parce qu'ils n'en savent pas autant. Tandis que pour la gouvernance, c'est tout à fait différent. Et, comme disait Chesterton, le citoyen sait aussi bien éduquer ses enfants et se moucher le nez, il disait ça. Absolument, c'est très joli. Donc, oui, l'État n'est pas une entreprise, enfin, une nation n'est pas une entreprise. Une nation n'est pas une entreprise. Ouais. Et ça correspond aussi avec le matérialisme ambiant, si vous voulez, tout ça. Mais je suis entièrement d'accord avec vous, monsieur. Il y a une sorte de glissement de concept qui est éminemment dangereux. Alors, quant à la question Chantal, de cette dame, je pense pas quand même que les gouvernements que nous avons, les uns ou les autres, attendent que les citoyens soient tellement affolés par l'insécurité pour qu'ils demandent la reconnaissance faciale. Mais cela dit, même s'il n'y a pas une intention au départ, ce que je ne pense pas, il y a probablement une causalité. Et il est vrai que quand les gens en auront assez de voir une personne se faire poignarder tous les jours, ils finiront par réclamer la reconnaissance faciale des Chinois. Mais vous savez, c'est pas parce qu'on fait la reconnaissance faciale que les choses s'améliorent. Parce que pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'insécurité dans des pays, non seulement en Chine d'ailleurs, mais dans beaucoup de pays asiatiques? Parce que les gens sont véritablement punis. Quelqu'un qui fait une infraction est vraiment puni. Or, nous, on ne punit pas. Donc, c'est ça la question. Dans une dictature, effectivement, une dictature qui punit, les choses marchent mieux. C'est pas pour ça qu'il faut la souhaiter, mais effectivement, ça peut être un résultat. C'est vrai, mais alors justement, Chantal Delsol, entre la dictature, quand même, et une société à irresponsabilité illimitée, et surtout une société sans sanction. On le voit quand même, on voit ce qui se passe. Bien sûr. PSG, vous avez vu les sursis, il n'y a plus que des sursis, des choses comme ça. On en parlait dans l'émission un peu plus tôt avec Pierre-Marie Sèvres, mais on en parle très très souvent. Qu'est-ce qui fait qu'il y a est-ce qu'on peut, ou c'est une utopie totale de dire, est-ce qu'on peut avoir un équilibre entre, effectivement, qui veut une dictature avec ce que ça suppose de sanglant et de répression, etc., bien sûr, mais une espèce de comment je dirais pas de maison de passe, mais de maison courant d'air où, oui, écoutez, où je dirais, où la culture de l'excuse travaille beaucoup plus que de sanctionner les semeurs de haine. Mais on est arrivé à un stade où on ne parvient pas à exiger quoi que ce soit de quelqu'un. Une autre manière de le dire, c'est dire qu'il n'y a pas d'autorité. Et ça, c'est à tous les échelons. C'est à l'école, c'est dans la police,
C'est partout. Vous trouvez un jeune délinquant, vous le prenez sur le fait, bon, très bien, vous n'arrivez pas à exiger de lui une réparation, une punition, ou vous y arrivez très très mal, ou très très peu. Et pourquoi on n'arrive pas? Parce qu'il y a eu une sorte, ça il faut bien l'appeler comme ça, une sorte de déclin, de déclin des capacités d'autorité, parce que celui qui pourrait exiger, celui qui devrait avoir de l'autorité, n'ose plus. Il a peur, il a peur de ne pas être lui-même une personne assez importante pour pouvoir le faire, et il a peur d'être méchant. Il a peur d'être méchant. Il a peur de faire de la discrimination. Et finalement, il n'y arrive pas. Et ça, c'est à tous les échelons. C'est les parents qui n'arrivent pas à imposer à leurs enfants, même des petits, de quitter la balançoire. Enfin, c'est vraiment. Et ça, c'est une sorte de déclin du courage, comme disait Solzhenitsyn. C'est un peu ça. Non, mais c'est le déclin du courage absolu. Et voilà. Et qui s'est imposé pratiquement en quelques décennies. Alors, vous me dites, c'est pour ça que je dis, est-ce que vraiment, sans faire la nostalgie de notre jeunesse, Chantal Delsol, est-ce que c'est vrai, parce qu'il n'y a aucune raison qui ait moins de courage. Moi, je dis pas, c'est fini, c'était mieux avant, tout ça. Oui, je sais bien. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, regardez encore une fois, que ce soit aux États-Unis, je veux pas toucher, mais regardez ce qu'on disait de l'Argentine, regardez ce qu'on disait, je ne suis pas pour les méthodes de Bukele au Salvador. Au Salvador, moi j'y suis allé il y a 10 ans, on ne pouvait pas sortir à 7h du soir parce qu'il y avait 1000 meurtres par jour, etc. Enfin, ou presque. Bon, à un moment donné, avec de la volonté, du courage, ça change. Évidemment qu'il y a des gens qui ont hurlé, toute réforme, etc., pour provoquer des hurlements. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est tétanisé, en tout cas que les princes qui nous gouvernent, quels qu'ils soient, sont tétanisés par prendre la moindre des démarches qui consisterait à dire au-delà de stop, ici un taquet, au-delà de là, votre ticket n'est plus valable. Il faut relire les textes de Tocqueville sur la douceur démocratique. La démocratie engendre la douceur. Et ça, c'est pas une mauvaise chose, parce que seulement, à force de lutter contre les excès, on tombe tellement facilement dans l'excès inverse. Quand on voit les affaires de Betaram qu'on nous a racontées, je parle même pas des problèmes de pédophilie, je parle des punitions terribles. On n'a pas envie de ça. On a envie on a envie d'effacer tout ça. Seulement, en l'effaçant, on tombe facilement dans l'excès inverse, parce que l'équilibre est une chose qui est extrêmement difficile à trouver. Donc, et ça, on est dans un phénomène de douceur démocratique. Ça, c'est tout à fait vrai. Je trouve qu'en plein douceur, vous employez une litote, là, vraiment. Oui, peut-être. Parce que c'est une mollesse démocratique. Non, parce que ça va toujours trop loin, évidemment. Oui, c'est ça. Parce qu'entre Betaram et de dire que quelqu'un qu'on a vu qui tabasse quelqu'un avec un sort et sans rien, et on verra dans 6 mois et dans 1 an, est-ce qu'il n'y a pas une mesure, je dirais même pas d'équilibre, mais une mesure intermédiaire, au moins? Il y a un peu une affaire française aussi, parce qu'en France, la France est un pays tellement, tellement à gauche, tellement éperdu dans le problème social, qui a toujours tendance à penser que si les gens se conduisent mal, c'est parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Enfin, c'est ce qu'on a tendance à penser en France. Ou qu'ils ont une famille miséreuse. Voilà, comme si c'était ça. Alors que c'est pas vrai. C'est l'une des causes, bien sûr, mais c'est pas du tout la cause principale tout le temps. Et donc, on a toujours tendance à trouver une excuse. C'est quand même beaucoup plus vrai en France que dans des pays voisins. Beaucoup plus vrai en France qu'en Italie ou en Suisse, par exemple. Oui, c'est vrai. Ou en Espagne, même en Espagne. Ou en Espagne, oui, bien sûr. Et vous pensez que c'est philosophique, ça? Enfin, c'est idéologique? Oui, la France est comme ça depuis la Révolution. Enfin, c'est pas un hasard si la Révolution s'est produite en France, et la France a gardé cette tradition-là. Oui, et pourtant, dans la Révolution, on coupait les têtes. On n'était pas, pas avare de couper les têtes. Mais si on coupe des têtes pour la bonne cause, c'est formidable. C'est vrai. Tout dépend de la cause, effectivement. On va continuer d'en parler après cette dernière petite pause avec Chantal Delsol, et on va parler de l'insurrection des particularités. Sud Radio Berkhoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkhoff. Et j'espère que vous aussi, vous êtes dans tous vos états. En tout cas, on a intérêt à être réveillé, mais pas dans le sens woke du terme, bien sûr. Et nous sommes toujours avec Chantal Delsol. Et je voudrais qu'on parle déjà, le titre dit bien ce qu'il veut dire, l'insurrection des
particularité aux éditions du Cerf. Qu'est-ce que vous entendez par particularité, Chantal Delsol? Et c'est... Les Grecs disaient idiotesse. D'où est venu donc le les mot. particuliers sont idiotes. D'où est venu le mot idiot. C'est vrai. Oui. Ils appelaient ça idiotesse. Idiotesse, ça voulait dire un particulier au sens où quelqu'un qui s'occupe finalement que de sa propre maison et qui ne s'occupe pas du commun. D'accord. Ah oui, ça c'est très intéressant. Très intéressant. Et oui, donc, le bien commun, on s'en fout. Voilà, on s'occupe de sa famille et puis le reste. Mais non, on est peuplé d'idiotesse. C'est même gouverné par des idiotesses. Voilà, d'où le particulier, c'est ça en fait. C'est quelqu'un qui est un peu narcisse et qui se regarde lui-même. Sa propre réputation, sa propre beauté, sa propre intelligence, et qui regarde peu le commun et les autres. Donc c'est vrai que notre époque a produit un peu ça. Et elle a produit un peu ça, vous dites toujours, c'est les post-lumières, c'est un peu ça, oui, vous savez... l'affiliation. Arendt avait dit quelque chose de très... Hannah Arendt avait dit quelque chose de très beau. Elle avait dit, lorsque l'homme contemporain s'est séparé de la religion, donc s'est séparé de la transcendance, il n'est pas retombé dans le monde, il est retombé en lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait plus de monde dans lequel il pouvait retomber parce que le monde commun avait été tellement, il y avait tellement de transcendance dedans, il était tellement fait par la transcendance, parce que c'était un monde chrétien à l'époque, que en enlevant la transcendance, on enlevait le monde lui-même et l'homme ne pouvait plus retomber dedans. Il n'y avait plus de monde, en quelque sorte. Après, il est en train de recréer un, mais il est d'abord retombé en lui-même. Et ça, je pense que c'est très juste. Hein. Et actuellement, vous avez des gens qui sont très centrés sur eux-mêmes. Mais alors, justement, question, on peut avoir une transcendance sans religion? Parce qu'il y a eu des transcendances sans religion. Je ne dis pas qu'elles sont bonnes ou mauvaises. Il y aurait plutôt des religions sans transcendance, non? Je ne vous fais pas dire, c'est vrai. Je ne sais pas s'il peut y avoir une transcendance sans religion. Enfin, sans religion, tout dépend ce qu'on entend par religion. Si on entend par religion une institution, un véritable corps de doctrine, effectivement. Mais... Ce que vous entendez, c'est la religion, oui, disons, transcendance, c'est au sens, on est plus que soi-même, quoi, c'est ça? Oui, disons que nos sociétés, depuis quand même un très grand nombre de siècles, depuis la fin du IVe siècle, en fait, ça fait quand même très vieux, étaient complètement marquées par la religion transcendante qui nous avait fait, qui nous avait construit, et nous en sommes débarrassés, on peut dire les choses comme ça, libérés, diraient d'autres, seulement il y a 50 ans. Donc finalement, c'est très récent. À ce moment-là... 50 ans, un peu plus quand même. Moi, je dirais c'est les années 70. Hein. Ah oui. Oui, à peu près. Ah oui, vous datez ça des années 70. Oui, moi, je date ça du début de la deuxième moitié du XXe. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui n'avaient plus la foi depuis très longtemps. Je pense que les élites avaient perdu la foi pratiquement depuis l'époque de Montaigne. Enfin, moi, je dirais ça. Ouais, d'accord. Donc, c'est vieux. Moi, je lis beaucoup de romans, et quand on lit les romans du 18e, 19e, on voit bien que les gens n'avaient plus la foi. Enfin, les élites n'avaient plus la foi. Mais la religion elle-même, en tant qu'élément structurant, qui structurait les écoles, les hôpitaux, les églises, etc., qui structurait la morale, parce que la morale était avec la religion. Ça se termine dans les années 70. C'est les grandes manifestations pour l'IVG. C'est ça la fin du... Oui, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus ce lien-là avec, effectivement. Mais est-ce que vous avez, alors vous, j'imagine, vous avez la nostalgie de l'époque, je dirais, où cette transcendance existait et était intériorisée? Non, j'ai pas de nostalgie. Non. J'ai pas du tout l'impression que c'était mieux avant. D'accord, vous non plus. On va vivre autrement, on fera autre chose. On peut toujours, personne n'est obligé de se débarrasser de sa religion. On peut très bien garder sa religion, mais simplement, c'est plus elle qui gouverne. Et en fait, moi, je ne le regrette pas personnellement. Mais je reviens aux idiotesses et aux biens communs, Chantal Delsol. Non, mais on voit aujourd'hui, quand même, encore une fois, on voit des gens, je parle à travers le monde, ou des dirigeants, parce que on ne connaît que ce qu'on lit aussi, et quand je parle de lire, et je parle aussi de lecture de fond,
qui sortent de leur zone de confort et qui pensent au bien commun. Il y en a. Mais bien sûr qu'il y en a. Hommes et femmes. Mais naturellement, il y en a. Et pourquoi on ne les... Et c'est difficile, pourquoi on ne les... qui ne sont pas plus aux affaires, je dirais. Comment vous expliquez que, puisque, en fait, les politiques, quelles qu'elles soient, je veux dire, au sens très large du terme, ils sont là pour s'occuper et gérer le bien commun, au nom du bien commun et pour le bien commun. On a l'impression que, encore une fois, la denrée se fait rare. Je ne sais pas si elle se fait rare. Je crois qu'il y a énormément de gens qui travaillent pour le bien commun. Il y a énormément d'associations en France. Les Français sont des gens qui sont très associatifs, ce qui prouve bien que la particularité, il faut quand même nuancer tout ça. Hein. C'est un phénomène important, mais il faut pas s'imaginer que toutes les personnes qui nous entourent, y compris nous, sont des gens complètement narcissiques qui ne pensent qu'à eux. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et en plus, quand vous demandez aux gens quels sont vos modèles, ils vous répondent, je sais pas, Mère Teresa, ils vous disent plus l'abbé Pierre parce qu'on a découvert certaines choses, hein, mais ils prennent comme modèle des gens qui s'occupent des autres. Oui, mais ça parce que ça fait bien, pardon. Ah, je suis pas sûr. Vous croyez pas? Non, moi je crois pas. Je crois qu'il y a une véritable admiration pour les gens qui s'occupent des autres, et il y a beaucoup de gens qui s'occupent des autres. Bien sûr. Donc, je pense pas que le monde est devenu mauvais, je pense pas du tout ça. Il est très différent d'avant. Et en même temps, il y a quand même une demande de responsabilité extérieure à nous, notamment avec l'écologie. L'écologie, qu'est-ce que c'est? C'est une demande de responsabilité pour des choses qui sont extérieures à nous, et une demande d'un certain sacrifice. Alors, ça ne veut pas dire que ça marche forcément, mais ça prouve quand même qu'on n'est pas là à dire aux gens « soyez narcisses, c'est très bien ». Tant mieux, ça c'est vrai. C'est vrai, mais encore une fois, bien commun que de crimes au commun entendons. Alors c'est encore un autre problème, ça c'est vrai. C'est vrai, écoutez, je voudrais dire à Chantal Delsol, on va reparler, on n'a pas eu le temps de parler assez de l'insurrection des particularités. Ça mérite totalement une autre émission que nous ferons. Je rappelle quand même le crépuscule universel, et je dis toujours, vous savez, écoutez la radio, mais lisez, c'est le plus important. Le crépuscule universel, je rappelle la fin de la chrétienté, et je rappelle méfiez-vous des idiotesses quand même. Ce serait pas mal.